Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui on s'attaque à la machine Joker de Hack the Box. Il s'agit d'une machine Linux relativement difficile à résoudre. Comme d'habitude, nous allons commencer avec une énumération des ports ouverts sur la machine à l'aide de l'outil Nmap. Dans le cas présent, on peut constater deux ports ouverts, le port 22 et le port 3128. Ici, le port 3128 semble héberger un proxy Squid. Nous allons donc ouvrir un nouveau navigateur et tenter de nous connecter sur le port Squid. Le message d'erreur indique une URL invalide. Nous allons donc tenter d'utiliser Squid en tant que proxy. Ici, nous allons faire usage de Foxy Proxy, qui est un plugin Firefox, et ajouter le proxy Squid dans celui-ci. Ici, nous allons faire Add, donner un nom, ici Squid, ajouter le hostname 10.10.10.21 et spécifier le port 3128. Une fois que la configuration est sauvegardée, on va pouvoir l'activer dans le plugin. Maintenant, nous allons changer l'URL et retirer 3128. Maintenant, le proxy semble nous demander de nous authentifier. Cependant, après avoir utilisé quelques noms standards, il n'était pas possible de se connecter. Il doit donc y avoir une méthode alternative pour exploiter cette machine. Similaire à la machine Sneaky que nous avons résolue précédemment, nous allons tenter de faire un scan UDP sur les 20 ports les plus connus. Pour ce faire, nous allons spécifier le paramètre SU ainsi que le paramètre -- top ports. Ici, j'ai également spécifié -- open afin de ne montrer que les ports ouverts sur la machine. Dans le cas présent, on peut constater plusieurs ports ouverts sur la machine. Il est très possible qu'il s'agisse de faux positifs. Cependant, nous allons nous intéresser au port 69, le port TFTP. Le protocole TFTP ne nécessitant pas d'authentification, nous allons tenter de nous y connecter afin de récupérer des fichiers sur la machine. On va commencer par tenter de récupérer par exemple passwd. Malheureusement, le fichier semble protégé. On peut éventuellement tenter de récupérer la configuration de Squid. Celle-ci se trouve dans /etc/squid/squid.conf. N'ayant eu aucune erreur, nous allons quitter notre client TFTP, puis valider la présence du fichier dans notre répertoire. Suite à cela, on va l'ouvrir afin d'analyser son contenu. À l'intérieur de ce fichier, nous allons chercher les lignes commençant par auth param. En effet, celles-ci représentent les configurations d'authentification qui peuvent contenir des mots de passe. Ici, nous pouvons constater la configuration d'authentification. La première ligne est très intéressante puisqu'on peut voir le basic NCSA auth qui va en fait venir lire les mots de passe contenus dans le fichier /etc/squid/password. On va donc retourner sur notre serveur TFTP et voir s'il est possible de récupérer ce fichier password. Encore une fois, aucune erreur. Nous allons donc ouvrir le fichier passwords. Ici, on peut voir le hash du mot de passe pour l'utilisateur Calamari, ainsi que le type de hash APR1 qui est utilisé par Apache et qui se trouve être basé sur MD5. Nous allons donc utiliser John the Ripper afin de casser ce mot de passe à l'aide du dictionnaire RockYou. Une fois le mot de passe cassé, nous allons retourner sur notre navigateur et modifier la configuration de Squid dans Foxy Proxy. Nous allons pouvoir ajouter le nom d'utilisateur Calamari et le mot de passe I ate seafood. Une fois notre configuration modifiée, nous allons pouvoir la sauvegarder et retourner sur 10.10.10.21. Malheureusement pour nous, encore un message d'erreur. Cependant, il est possible que le serveur web ne soit en écoute que localement. Il va donc falloir modifier notre URL par 127.0.0.1. De cette manière, le proxy va se connecter à lui-même et nous afficher le site web. Ici, le site semble héberger un service de raccourcissement d'URL. Si l'on entre une URL au hasard, le site va nous retourner une URL plus courte. Cependant, il n'existe pas beaucoup de fonctionnalités sur celui-ci. Nous allons donc retourner sur notre terminal et tenter de découvrir d'autres fichiers et répertoires
à l'aide de GoBuster. Afin de faire usage d'un proxy avec GoBuster, il suffit simplement de spécifier double tiret proxy suivi de l'adresse du proxy. Dans le cas présent, il ne faut pas oublier de spécifier notre nom d'utilisateur et notre mot de passe sous la forme nom d'utilisateur mot de passe suivi du caractère arrobase suivi de l'adresse du proxy squid, ici 10.10.10.21, suivi du port 3128. Enfin, pour faire notre énumération, je vais utiliser l'une des listes Raft. Ici, il s'agira de la liste Raft Small Directories Lowercase qui est disponible dans Seclist. Ici, GoBuster nous montre déjà quelques résultats. Nous allons donc retourner sur notre navigateur et tester console. Le résultat est très intéressant. Il s'agit de l'interface de debug du framework Werkzeug. Celui-ci est une collection de librairies web développées en Python. Cette interface est généralement utilisée dans des environnements de développement et parfois protégée par un code PIN. Cependant, dans le cas présent, il n'y en a pas. Nous allons donc pouvoir exécuter un reverse shell en Python sur la machine. Toutefois, avant de continuer, je vais vous faire gagner du temps. En effet, j'ai dû redémarrer la machine plusieurs fois avant de comprendre l'approche à avoir pour le flag root. Ici, il faut un listener TTY et non PTY ou pseudo-terminal. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais en exagérant un peu, disons que TTY permet par exemple la gestion des signaux ou de l'autocomplétion. De plus, le reverse shell doit faire usage de UDP. En effet, si l'on regarde les règles de pare-feu de la machine, on peut constater que les ports TCP sont restreints. Pour faire court, nous avons besoin de deux choses, un reverse shell Python qui supporte UDP, que voilà, et également un listener qui supporte TTY. Dans le cas présent, je vais utiliser Socat, qui est grossièrement un netcat sous stéroïdes. Une fois notre listener configuré, on peut coller notre charge utile et exécuter le reverse shell. Si l'on retourne sur notre terminal, on devrait avoir accès à la machine. Malheureusement pour nous, notre périple n'est pas terminé. En effet, si l'on tente de lire le flag utilisateur présent dans /home/alecos, on obtient un permission deny. Cependant, tout n'est pas perdu. En effet, il y a une commande sudo que l'on peut exécuter sans mot de passe. Il s'agit de sudo edit. Maintenant, il va falloir réfléchir un peu. Ici, sudo edit va nous permettre de modifier un fichier en tant que alecos. De plus, si l'on explore le répertoire de alecos, on peut constater que celui-ci dispose du fichier authorizedKey dans le répertoire .ssh. Maintenant, vous vous demandez très certainement où je veux en venir. Eh bien, c'est très simple. Si l'on regarde la commande sudo edit, celle-ci doit commencer par /var/www et terminer par le fichier layout.html. Les deux informations correspondant aux étoiles peuvent être absolument n'importe quoi. Il serait donc possible de créer un lien symbolique nommé layout.html et de le faire correspondre à authorizedKey. Cette action nous permettrait d'ajouter notre propre clé publique à l'intérieur du fichier authorizedKey et de nous connecter en tant que alecos sur la machine. Pour commencer, nous allons aller dans le répertoire /var/3w. À l'intérieur de celui-ci, nous avons déjà plusieurs répertoires. Nous allons donc aller dans Testing. Celui-ci contient déjà un fichier layout.html. Cependant, la commande sudo edit nous permet de créer un autre répertoire avec le nom que l'on souhaite, ici test. Puis à l'intérieur de ce répertoire, nous allons pouvoir créer un fichier layout.html. Celui-ci sera bien évidemment un lien symbolique que l'on peut créer avec la commande ln-s. Dans un premier temps, on va spécifier le lien vers authorizedKey présent dans le répertoire de alecos. Par la suite, nous allons créer le fichier layout.html en spécifiant le chemin complet. Ici /var/www/testing/test/layout.html. Enfin, nous allons vérifier que le fichier est bien créé dans notre répertoire test. Excellent.
Maintenant, nous allons tenter d'exécuter la commande sudo edit en spécifiant le nom d'utilisateur Alekos. Suite à cela, nous allons spécifier le chemin vers notre lien symbolique et si tout se déroule correctement, Nano devrait s'ouvrir. Excellent! Tout ce qui sera écrit dans ce fichier sera écrit dans le fichier AuthorizeKey du répertoire Alekos. Il ne reste qu'à créer un key pair SSH. Nous allons donc faire la commande SSH keygen. Ici, nous avons besoin de notre clé publique qui correspond à ce lien-ci. Nous allons donc l'ouvrir, puis copier ce contenu et enfin ajouter cette information au fichier layout.html. Ensuite, sauvegarder à l'aide de CTRL-O et quitter à l'aide de CTRL-X. Une fois l'opération effectuée, nous devrions être en mesure de nous connecter à la machine à l'aide de notre clé privée. Nous allons donc faire SSH-I, spécifier notre clé privée, suivi de alekos@10.10.10.21. Une fois connecté à la machine, nous devrions être en mesure de lire le fichier user.txt. Maintenant que nous avons des privilèges utilisateurs, nous allons avoir besoin d'élever nos privilèges sur la machine. Si l'on regarde le contenu de notre répertoire, on peut constater deux répertoires intéressants, Backup et Développement. Si l'on inspecte le répertoire Backup, on peut constater une création de fichiers toutes les 5 minutes. Il s'agit probablement d'une sauvegarde faite automatiquement. Il est à noter que ces fichiers semblent créés par l'utilisateur root. Du côté du répertoire développement, celui-ci contient simplement des fichiers Python. Enfin, si l'on regarde le contenu d'une des archives présentes dans le répertoire Backup, celle-ci contient simplement la version compressée du répertoire développement. Maintenant, que faire de ces informations? La réponse n'est pas évidente. En effet, root fait usage de la commande tar pour créer les archives présentes dans le répertoire Backup. Cependant, il est possible d'exécuter du code via tar avec la commande suivante. Le raisonnement à avoir est donc de créer un fichier nommé checkpoint égale 1 et un fichier nommé checkpoint action dans le répertoire développement. Lors de la compression, root devrait exécuter la commande spécifiée et nous donner un accès privilégié. Toutefois, ici nous n'allons pas ouvrir un shell. Nous allons simplement créer un fichier bash qui va copier le flag root dans notre répertoire et lui donner les bons droits d'accès. Nous allons donc aller dans le répertoire développement et créer un fichier bash nommé root.sh. À l'intérieur de celui-ci, nous allons spécifier un script qui va simplement venir lire le flag root et le déposer dans notre répertoire développement. On n'oublie pas d'appliquer la commande chmod 777 qui va nous permettre de le lire par la suite. Par la suite, nous allons créer un fichier nommé checkpoint égale 1. On va également rendre exécutable notre script à l'aide de la commande chmod +x. Enfin, nous allons créer le fichier exploit action qui va venir exécuter notre fichier root.sh. Suite à cela, nous allons valider que tout est correct dans notre répertoire développement. Enfin, nous allons regarder le contenu du répertoire backup afin de suivre l'exécution de la prochaine sauvegarde, ici dans quelques minutes. Si l'on réexécute notre commande, on peut voir qu'une sauvegarde a été effectuée à 1h50. Nous allons donc lister le contenu du répertoire développement. Si tout s'est correctement déroulé, nous devrions obtenir le flag root dans le fichier flag.txt. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous de m'avoir écouté. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne.